Voilà, donc on va vous laisser très rapidement la parole. Encore merci à Karim d'être là. Donc voilà, donc moi voilà, je disais tout à l'heure, c'est un film qu'on a tous voulu défendre dans l'équipe du Luxe, qu'on aime beaucoup. Et voilà, moi j'ai envie de parler, quand j'ai vu ce film, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais envie de parler de réalisme évidemment, mais on en parlera. Mais les frères Larieux disent que ils font passer le réalisme, mais sans montrer forcément sans insister trop sur le quotidien. Forcément, c'est une autre forme de réalisme, de vie plutôt. Et puis beaucoup de poésie. Donc moi, j'avais presque envie de reparler du réalisme poétique comme dans les années 30, dans les films de... on en parlait à cette époque-là avec les films de Marcel Carné, de Jean Grémillon. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est finalement... paradoxalement, tout l'optimisme qui se dégage, parce que c'est un film sans noirceur. Et je pense que le livre de Pierrick Bailly, c'est aussi ça. C'est un film, finalement, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de résilience. Ça a beaucoup de choses, d'énergie positive, et puis pas de manichéisme. Ça, c'est fort aussi. Sur un récit comme celui-là, on ne va pas chercher à forcer l'identification au personnage d'Emeric, justement. Et est-ce que c'est un peu comme ça aussi que vous voyez le film des frères Larieux ? Oui. T'as tout dit, donc j'ai envie d'être. Là, je suis complètement d'accord, et surtout quand tu parles quand vous parlez de l'écriture. Du coup, il y a un scénario que je trouvais effectivement déjà très bien mené et qui était à la fois émouvant, à la fois bien construit, et surtout dans le cinéma des frères Larieux, j'ai l'impression que la notion de bien et de mal n'est pas forcément présente, que c'est plus complexe que ça, que c'est nuancé. Et j'aimais bien aussi qu'effectivement, quand vous parlez d'espoir, parce qu'on s'est tutoyé là, et là on se revoit, donc mais c'est la frontière du cinéma. Comment on est parti tout loin. On peut alterner. Hein. Mais rapprochez-vous, parce que là vous êtes loin quand même. Si on se vous voit, au moins qu'on soit proche. On monte ? Non. Mais vous pouvez monter après. Bah non, je ne veux pas monter si vous ne montez pas. Enfin bref. Parce que moi, je dois passer le micro aussi. Ah oui, très bien. J'ai du travail sportif. Oui, là, il faudrait bientôt que je reprenne aussi le travail sportif. Non, en tout cas, plus sérieusement, le scénario était vraiment très très bien construit. Effectivement, c'est pas une quotidienneté. Il y a une scène de petit déjeuner une fois où il l'amène à l'école, mais sur 25 ans, c'est pas des scènes forcément du quotidien. J'aime bien aussi quand vous parlez de poésie, je trouve qu'effectivement, à travers les cadres, à travers aussi l'idée de présenter à travers le souvenir, à travers la voix off, une vie traversée par l'amour comme ça, et avec ses joies et ses blessures, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je trouve qu'effectivement c'est pas manichéen comme scénario, et la voix de l'espoir portée par l'enfant à la fin, puisque c'est quand même lui qui fait la démarche de venir retrouver son père, je trouvais qu'elle était hyper importante, et que la voix de la raison, finalement, à un moment dans ses mensonges, dans ses vies d'adulte, qu'elle soit représentée, la voix de l'espoir par l'enfant, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Est-ce qu'il y a alors n'hésitez pas, vous pouvez, Mathilde est là aussi, on peut vous lever la main et puis on accourt immédiatement. On peut même se mettre chacun d'un côté. Donc n'hésitez pas quand vous avez envie d'intervenir, vraiment c'est le moment. Ça viendra naturellement quand vous avez envie. Et puis ce qui est important aussi, c'est les lieux du tournage. Donc, c'est le Jura, c'est ça. Ouais, le Haut-Jura. Alors les frères Larieux, ils sont des Pyrénées à la base. Je crois que même leur passion du cinéma, elle vient des films de montagne de leur grand-père, en fait. Ou de leur oncle. Et donc ils ont une histoire avec la montagne, d'ailleurs, même d'ailleurs dans plusieurs de leurs films précédents. Et là, on a l'impression que c'est un peu un personnage du film aussi, quelque part. Complètement, mais parce que c'est tiré du bouquin de Pierrick Bailly, c'était très ancré localement. Le roman de Jim, c'est vraiment tous les lieux qui sont dans le film, c'est les lieux du bouquin. Ils avaient envie justement d'aller tourner dans le Jura. C'est Pierrick Bailly qui leur a envoyé déjà et Pierrick et eux on dit que non, ça ne marchait pas, notamment pour le côté la région qui a perdu en industrie, qui a perdu en population, que les liens aussi avec les boîtes d'intérim. C'était plus propre à la ville de Saint-Claude et ses alentours qu'à une logique de géographie des Pyrénées. Du coup, ils ont adapté, ils ont demandé à Pierrick de repérer avec eux, de faire les repérages. Donc Pierrick leur a montré Bellecombe, tous les lieux du livre, et ça a donné effectivement le Jura un personnage du film qui est hyper important. On le sent d'ailleurs dans la construction du personnage qui s'y sent bien, et que c'est une région avec laquelle il a des attaches très fortes, et que comme il y a presque un côté chez lui très
un peu rock, comme ça, il s'en prend un peu plein la tête, mais il continue d'avancer. Ça va venir, et puis ensuite, vous allez voir, quand la première question va être posée, ça sera... Ah, j'ai cru que quelqu'un voulait poser une question, mais en fait, non, c'est un éventail qui... Parce que je crois qu'il fait chaud. Hein. Mais oui. Faut mettre la clim, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? On a assez de micros quand même, normalement. Justement, je voulais savoir si Pierrick Bailly avait participé ou à l'écriture ou au tournage. Non. C'est une vraie adaptation des Frères Larieux. Par contre, ils ont fait un truc super. À la dernière, une chose assez rare, à la dernière version de scénario, celle qui allait être tournée, ils ont envoyé le script à Pierrick. Non pas pour qu'il apporte une vision ou des corrections, mais juste qu'il soit au courant de ce qui allait être tourné. Et du coup, je pense que Pierrick, il s'est pas senti dépossédé. C'est un garçon extrêmement intelligent, c'est-à-dire qu'il sait aussi que la littérature n'est pas la même chose que le cinéma et que du coup ça demande une autre règle et un autre type de narration. Le cinéma, c'est vraiment l'art aussi du présent. Dans le bouquin, il y avait pas mal de flashbacks. Donc déjà, voilà, il a été... Après, il est venu sur le tournage, ce que je disais, il a d'abord fait les repérages avec les Frères Larieux, puis il était là sur le tournage. Et puis moi, ça m'a permis d'observer que la gentillesse, en tout cas de ce personnage, c'était aussi beaucoup la sienne. Et il est très content d'ailleurs de l'adaptation du bouquin, comme quoi ne pas déposséder les gens et travailler dans la totale transparence, ça donne des bonnes choses, je crois. J'ai entendu aussi que vous n'aviez pas vu de film des Frères Larieux avant de travailler avec eux. Oui, j'avais vu aucun de leurs films, pas par volonté, mais j'étais passé juste à côté. Et en fait, quand ils m'ont proposé la rencontre, je me suis dit, je vais pas être focus, je vais pas en regarder maintenant. Je voulais être assez honnête et je leur ai dit que je n'avais pas vu de film d'eux et aussi avaient vu peu de films, je crois, de moi. Donc c'était très bien. On avait des idées neuves les uns sur les autres et c'était assez chouette comme ça. Et c'est des gens très curieux. Puis après, j'ai regardé leurs films une fois que j'ai travaillé avec eux, mais parce que je voulais pas, dans ce casting-là, dans cette rencontre. Et d'ailleurs, à tel point que je me disais, tiens, c'est marrant, c'est une sorte de rencontre du troisième type entre moi et les Frères Larieux. Je sortais de films un peu où il se passe des choses physiques. Vous avez parlé de tournage éprouvant avec vos anciens films. Je voulais savoir, au niveau de la scène de randonnée, est-ce que c'était éprouvant? Avez-vous le vertige? Voilà. Absolument pas, je suis un acteur de composition. Non, j'avais complètement le vertige. Et oui, c'était très éprouvant. Enfin, cette scène-là, pour le coup, c'est pas qu'elle était... Enfin, à chaque fois que j'en pense, je me dis, mais pourquoi ce personnage, à un moment, il est là, il est devant son ordinateur, il a juste à parler à son fils, ce con, mais pourquoi il lui parle pas maintenant? Ça lui aurait évité de faire la Via Ferrata et d'être en galère, quoi. Donc, je leur ai dit, par contre, très vite, que j'avais le vertige et qu'il fallait en tenir compte dans l'écriture. Et ils l'ont mis. Ils ont rajouté une phrase au scénario qui touche très peu au scénario parce qu'ils étaient vraiment contents et qu'ils avaient raison, ils avaient une belle mécanique. Ils ont rajouté quelque chose comme quoi même le personnage dit ouais, je suis pas très à l'aise là-haut, enfin tu vois, et qu'il a un truc un peu comme ça d'appréhension. Et ça c'était super parce que c'était à la fois une mise à l'épreuve du personnage, de l'acteur complètement. Et en plus, j'avais pas de chance parce qu'ils ont tourné avec un des acteurs les plus talentueux du cinéma français, qui est Mathieu Amalric. Et il me disait, avec Mathieu, c'est marrant, même quand il y a des difficultés comme ça, au mot action, bam bam, et ça se passe. C'est fantastique, ça se passe. Et moi, voilà, il n'y a pas eu de magie. Et là, il y a eu action. Et là, je leur ai dit, mais je vous avais prévenu que j'avais le vertige. Bon. Et après, ils ont fait une chose formidable, en fait, c'est qu'ils m'ont mis entre les mains d'un guide de haute montagne, qui est Pépé, et aussi avec un gars qui a construit toutes les Via Ferrata, qui s'appelle Mathieu Jantet, qui a construit toutes les Via Ferrata, notamment dans le Jura et aussi en Chine. Enfin, et bien sûr qu'il y avait une échelle dans le vide, que le pont il n'était pas à 3 mètres, mais qu'il était à 300, je sais pas, 400 mètres. Enfin, je sais même plus, mais voilà. En gros, j'ai eu une drôle de sensation, mais en même temps, j'étais hyper content d'y arriver. Et c'était très marrant à faire comme scène parce qu'il n'y avait plus d'acteurs, en fait. J'écoutais plus du tout les réalisateurs. Pas envie de mourir, enfin, un truc complètement taré. Et à tel point que le final, normalement, de la scène, ça doit pas être ça du tout. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le sol, je dois marquer la tristesse, avoir un regard profond. Je pense que ça devait être ça, au départ, l'intention de jeu. Sauf que quand j'ai posé le pied sur le sol et que je me suis écroulé, etc., ce qui est là à l'image... Ils n'ont pas eu le choix, en fait. Il n'y avait plus de direction d'acteur. C'était vraiment un truc de limite proche de l'arrêt cardiaque. D'ailleurs, à tel point que les sons de battement de cœur,
ils les ont retirés parce qu'ils étaient trop présents dans la prise. On les entendait, mais vachement. Mais je pense vraiment, sincèrement, que je suis passé proche de l'arrêt cardiaque. Donc, je suis très content d'être avec vous et de répondre à cette question. Et après, ce qui était très drôle, c'est que j'avais l'impression, moi, d'avoir accompli un exploit sportif. Et Mathieu Janté, il m'avait venu me voir, il me dit tu vois, c'est super, un enfant de 10 ans peut le faire. Et tu y es arrivé. Et ça a remis mon exploit, on va dire, d'escalade. Je me suis dit, les JO, ce sera pas pour Paris. En tout cas, ce sera peut-être Los Angeles 2028, quoi. Mais c'était hyper intéressant d'affronter plus sérieusement cette peur et cette chose irrationnelle, mais surtout, comme pour le personnage, il y avait une mise à l'épreuve, et tout d'un coup, d'être traversé en tant qu'acteur par une petite mise à l'épreuve, puisque en vrai, on est en totale sécurité, il n'y a aucun risque, sauf que Mathieu Janté était très taquin, et juste avant de monter sur l'échelle, il me dit « C'est super, tu vas être le premier à l'essayer. » Je me suis dit « J'espère que tu as bien vissé ton échelle. » Et voilà, mais sinon, vraiment, c'était très, très plaisant, et ça crée un sentiment d'osmose un peu comme ça sur le plateau, parce que tous les gens étaient extrêmement bienveillants et sympathiques, et j'étais content qu'on y soit arrivé, et moi aussi, vraiment. Donc voilà, c'est une scène que je referai plus jamais dans ma vie, mais si vous aimez la Via Ferrata, c'est un super coin, et il y a une très belle Via Ferrata du côté du lac de Vouglan, et dans le Haut-Jura, il y en a des merveilleuses. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir aussi, là, vous nous parlez de la préparation de l'escalade, mais autrement, est-ce que vous avez eu une préparation, vous, particulière pour ce rôle ? Est-ce que vous avez vu des films qui traitent de ce thème-là ? Ou est-ce que vous avez écouté des témoignages de pères ou de fils pour travailler ce rôle ? Et également, les frères Larieux donc, sont 2 réalisateurs. Est-ce que pour un acteur, c'est compliqué d'avoir affaire à 2 réalisateurs, 2 metteurs en scène ou 2 directeurs d'acteurs ? Alors, tout d'abord, quant à la préparation du rôle, je dirais que la base scénaristique m'a tellement séduite. Enfin, il y avait une base tellement forte. C'est assez rare de trouver une mécanique de scénario comme ça sur 25 ans qui était aussi bien huilée. Donc, j'étais touché. Et quand on est touché, disons que pour incarner, il se passe un truc assez étrange. C'est que quand on est touché, pour incarner, c'est presque inexplicable, mais il y a quelque chose qui devient à la fois de l'ordre de la motivation, de l'instinct, de la réflexion. J'ai beaucoup parlé avec les frères Larieux. J'ai pas voulu voir trop de films sur parce que j'en ai vu certains en étant plus jeune, mais parce que certains sont tellement bien faits que du coup, le risque, c'est de les prendre et de singer un peu des émotions, des grandes émotions de grands films. Et du coup, je travaille très peu à l'image, mais du coup, on a beaucoup parlé du rôle et autour du rôle. Je leur ai demandé une chose, pour moi, qui était hyper, hyper importante. Je crois que c'est la seule chose que je leur ai exigée, mais j'aurais pas fait le film s'ils m'avaient dit non. Comme il y avait un principe de voix off, moi, il y avait un âge qui me bloquait. C'était j'ai 25 ans. Comment vous dire, je suis assez réaliste sur mon cas. 25 ans, c'est un 25 ans qui est en fin de vie, quoi. Si quand il dit, ouais, j'ai 25 ans. Et je leur ai demandé une convention avec le spectateur qui me permettent de ne pas minauder la question de l'âge et de pouvoir justement jouer tous les âges, mais en tout cas que celle-là ne soit pas minaudée. Et ils ont écrit cette phrase que j'aime beaucoup, j'avais 25 ans, mais je sais plus trop, enfin j'avais 20 ans, mais je sais plus trop à quoi je ressemblais. Et ce qui veut dire qu'on est dans un souvenir que ce n'est pas réaliste et que lui-même dit, bon, c'est assez flou et c'est pas le sujet du réalisme. Quand on parlait tout à l'heure de réalisme ou de quotidienneté, on n'est pas exactement dans le début du film dans ça. Et une fois cette question-là passée, je trouvais ça tellement bien écrit. Pour incarner, en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait une possibilité d'incarner le sentiment, que quand on a ce genre d'écriture, c'est de travailler la justesse des costumes avec Judith, c'est de travailler avec ma maquilleuse Magali Hoffman, qui est la chef opératrice du film, Irina Lushtansky. C'est des gens en fait qui fabriquent le personnage avec vous, c'est-à-dire sur la dégradation physique du personnage qui est très légère par rapport à certains comme Laetitia, quand elle revient, c'est très marqué. Lui, c'est un personnage qui évolue peu, mais qui évolue. Voilà, des petites évolutions physiques. Et la chance qu'on a eue aussi, c'est j'ai participé au casting des gyms, donc ça a créé aussi un passif avec d'abord le petit Éole. J'ai fait le casting enfant et c'est vrai qu'on a été tout de suite marqué par le regard d'Éole. Je crois que pour moi ou les frères Larieux, on est tombé en amour de cet enfant. Et puis Andranik, moi c'était un comédien que je connaissais un tout petit peu et que j'appréciais. On a fait une séance de travail
Et disons que le premier jour de tournage, on a plongé dedans d'un truc assez difficile, c'est-à-dire qu'on a commencé par la fin, quand je le prends dans les bras, la toute fin, et ça c'était le premier jour, et on tournait de 22h à 6h, et cette scène, on ne pouvait la tourner qu'entre 5h et 6h du matin. Donc ça met une sorte de pression, on a 1 heure pour faire la scène, et une fois qu'elle est rentrée, disons que ça nous a mis sur des bons rails, mais je dirais que l'écriture de Pierrick Bailly, l'écriture du scénario, était une base pour moi amplement suffisante pour essayer en tout cas d'incarner. Je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais en tout cas d'essayer de... Je trouve que des écritures, par exemple, qui permettent d'incarner le sentiment sans trop en dire, moi ça me plaisait, la pudeur du personnage me plaisait beaucoup. Quant aux frères Larieux, c'était très facile. Ils sont marrants, des fois, parce que la vraie chose, c'est qu'ils font un cinéma qui n'existe presque plus. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps. Ils disent pas, tiens, on va prédécouper, on va filmer là, et c'est bon, et on range nos... Non, ils regardent la scène, on fait la scène une première fois, une deuxième fois, ils s'interrogent sur le moment venu, où c'est qu'on placerait la caméra. Donc des fois, il y a des discussions un peu marrantes d'une demi-heure entre deux, mais c'est très cordial. Et ils sont très complémentaires. Donc c'était hyper facile. Quand je dis très, très complémentaire, c'est que Jean-Marie va peut-être plus parler d'intention aux acteurs, là où Arnaud va plus parler de corps dans l'espace, de mouvement, il va plus parler avec la chef-op. Et puis des fois, c'est inversement, et c'est très très facile. Je ressens ni le fait que ce soit des frères, ni une entité à 2 têtes, où je trouvais un truc assez fluide. En fait, je crois qu'ils ont tellement beaucoup bossé en amont que quand ils arrivent sur cette version de scénario, ils ont dû s'engueuler sûrement avant, hein, mais ils sont d'accord. Quand ils arrivent à l'étape tournage, ils sont d'accord. Et c'est assez rare d'ailleurs d'assister à des désaccords. Et si ça arrive, Arnaud va fumer une cigarette, et là on sait que la prise ne sera pas là. Quand il y a un cadrage qui lui plaît pas et tout, il dit faites votre plan, je vais fumer ma cigarette. Et puis voilà. Et le film, mais sinon c'est vraiment très plaisant, et puis c'est des gens humainement très touchants. Moi, j'avais une question aussi. On parle beaucoup de la gentillesse du personnage d'Emeric, et en fait, c'est surtout qu'il a une grande qualité d'observation. Il regarde les gens, en fait. Et c'est peut-être pas par hasard qu'il prend autant de photos. Oui, mais c'est pour ça que je disais, moi j'aimais bien cette phrase dès le départ, quand il dit je sais plus trop à quoi je ressemblais, et alors qui définit les autres par les photos. C'est un personnage qui est là pour les autres, c'est un personnage qui a une bonté certaine, et qui est altruiste, qui est pas autocentré. Et je trouvais ça assez joli, justement, que ce soit le personnage principal du film aussi, de laisser place à cette gentillesse aussi, de laisser place à des traits assez communs à l'humanité qui sont peu mis en avant dans les films sur des rôles principaux. Et en même temps, ce que j'aimais beaucoup, c'est que ce gentil, tout d'un coup, il aurait pu se retrouver sur une chaîne d'information s'il avait enlevé cet enfant. Et ça tient parfois à rien, même un personnage gentil, un personnage truc, s'il avait, à un moment, il vient pour prendre cet enfant, et là ça s'appelle un enlèvement, et c'est très grave. Et j'aimais bien que le scénario soit assez intelligent pour laisser la possibilité et des possibilités de ce qu'il aurait pu aussi devenir si mais il n'est pas devenu ça. Et puis on est dans un souvenir, donc ce qu'il raconte, c'est ce qu'il choisit de raconter. Ça c'est hyper important aussi pour moi. Puis concernant la photo, j'aimais beaucoup aussi ce que ça racontait. Moi je suis né en 1982, et j'adore les Kodak. Je suis pas un grand photographe, mais les yeux rouges sur les photos, les cadrages incertains, de découvrir des photos complètement loupées. Et en fait, je trouve que j'aimais bien que ça raconte aussi ces années-là, les années de l'argentique, le 80, 90. Moi, lui, il accumule les négatifs. Et d'ailleurs, je trouve ça très beau présenté comme ça à l'écran, mais parce qu'il n'a pas forcément l'argent pour les développer. Et puis, de cette passion, à un moment, on sent tout l'épanouissement qu'il a avec Olivia, puisqu'il devient photographe de mariage. Du coup, je trouvais ça assez joli. Et puis, j'aimais bien aussi je sais pas, ce rapport à la photo, et puis le temps qui passe, et qu'on est venu à la fin. D'ailleurs, c'est pas dans le bouquin. Dans le bouquin, il a un petit labo, et là, on est sur du numérique. Il a tout numérisé. Et puis, en même temps, rien n'est classé comme dans nos... Oui, mais comme dans les iPhones, hein, si vous regardez dans les iPhones des gens, c'est terrible. Bonsoir, merci d'être ici avec nous et de pouvoir partager ce moment. Moi, j'ai été éblouie par votre relation avec Sarah Giraudot. J'ai trouvé cette femme lumineuse, et je trouvais que vous aviez une chance folle de la rencontrer à ce moment-là. Elle arrive comme une étoile dans votre vie, et elle est magnifique, et votre relation est si belle. Moi, ça m'a beaucoup émue, cette relation, comment elle est, elle aussi, très en retrait, mais
tout en étant très présente auprès de vous. Et j'ai trouvé que cette relation était extraordinaire. Merci. Je suis hyper heureux que vous parliez du travail de Sarah Giraudot parce que je trouve que elle fait quelque chose d'incroyable. Elle est solaire dans le film. Elle a une fonction réparatrice pour ce personnage hyper belle. Effectivement, le cinéma, c'est assez joli. On quitte Laetitia Deutsch, on retrouve Sarah Giraudot. Bon, il y a un truc de facilité comme ça. C'est beau, c'est du cinéma. Mais je trouve qu'elle apporte quelque chose de effectivement d'ultra solaire, mais dans une forme de délicatesse, de simplicité. C'est assez bluffant de jouer avec elle parce que des fois j'oubliais que je jouais. Je me disais, mais il y a une caméra, il y a des dialogues. J'oubliais parce qu'elle a un lâcher prise comme ça. C'est une immense actrice. Vraiment, j'ai pris un plaisir inouï. Les moments qu'on a passés ensemble, c'était dingue. Parce qu'elle est géniale. Elle est géniale, même à travers la danse qu'elle amène, parce que c'est vraiment une proposition, parce que les frères Larieux sont des bons danseurs, mais pas à ce point-là. Et elle aimait l'électro, elle leur a proposé plein de choses. Et c'est une actrice en plus qui raconte des choses par le corps. Et puis quand vous parlez aussi de sa présence par touche, délicate, elle le force jamais à parler, elle pressent les choses et elle attend que ça vienne. Je trouve que c'est un personnage ultra intelligent et qui fait du bien aussi au récit et à l'histoire. Et puis c'est concrètement grâce à elle qui va enfin pouvoir prendre son courage à deux mains et aller enfin parler à son fils, voilà, quand elle lui dit non, c'est pas fini, et qu'elle l'emmène dans les nuits sonores à Lyon. Et c'est vrai qu'elle elle fait un travail dans le film que je trouve bluffant. Bluffant parce que je vois même plus le jeu, je vois plus rien. J'étais bluffé de travailler avec elle. C'est une très très grande actrice. Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport c'est pas vraiment une question mais c'est plus une remarque par rapport à justement l'apport qu'ont eu les acteurs et les actrices sur le tournage, parce que vous avez dit que c'était Sarah Giraudot, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, dites-moi si je me trompe, qui avait essayé d'instaurer l'idée comme quoi il y aurait toute une partie autour de l'électro dans ce film qui concerne ne serait-ce que elle qui danse durant les nuits sonores à Lyon, ou même que ce soit Jim qui mixe à la fin. Justement parce que en fait pendant tout le film je me suis dit on dirait un film de Koreeda, Hiroyuki Koreeda, dans le sens où c'est un peu son antithèse aussi, parce que Koreeda, le maximum sur lequel le récit se passait sur 20 jours, là c'est sur 20 ans. C'est beaucoup moins intimiste, c'est beaucoup plus lyrique, mais justement il y a toute cette déjà il y a ce côté où une famille qui se construit peut être naturelle comme ne pas être naturelle, elle vient de partout, elle vient en grandissant, c'est les aléas de la vie qui la construisent et puis c'est pas grand chose d'autre. Les personnages arrivent, disparaissent du jour au lendemain. Il y a cette scène fabuleuse où l'amie de Laetitia Deutsch arrive à la campagne et se fait engueuler comme jamais, et elle s'en va et elle ne revient plus jamais, on la verra plus jamais. C'est exactement pareil avec le personnage de Laetitia Deutsch. Vous avez arrêté de parler avec elle, elle ne revient plus, et en fait cet emmêlement de personnages, d'acteurs, d'actrices, etc., vu qu'il y en a un grand nombre, je me suis posé la question de quel apport chacun en tant qu'individu a eu sur le tournage, parce que ça arrive forcément sur le tournage. Et quel apport vous avez, peut-être que vous avez eu des idées, des trucs dans le genre sur le tournage, etc. Moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'est quand il y a eu la balade de Jim qui est passée à la radio. Je me suis dit, ça c'est tellement évident que la chanson soit dans le film. Je sais pas tout à fait si c'est une idée des scénaristes ou des réalisateurs, qui sont les réalisateurs ou les scénaristes. Ouais. Je me demandais justement si c'était... voilà. Alors sur la part des acteurs, quand je parlais d'un scénario très bien écrit, il n'y a eu aucune improvisation. Tout était écrit, le monde de l'électro, la danse, tout ça était vraiment très très bien défini, à la fois par les frères Larieux, en plus qui voulaient absolument tourner dans les vraies nuits sonores, là où d'autres réalisateurs que Pierrick avait interrogés avaient peur et disaient ça c'est impossible. Eux ils voulaient à fond y aller, et donc du coup tout était vraiment très bien écrit. Par contre, la balade de Jim, de Souchon, à la base, c'était un autre morceau. Par respect pour l'artiste, je ne dirai pas son nom, parce que j'ai évincé... J'ai vraiment, moi, j'ai fait une obsession. Mais suite à une soirée... un peu longue, où on était en discussion avec les frères Larieux, je suis devenu en obsession et je leur ai parlé, je pense, au moins 350 fois en découvrant, comme à chaque fois, là, pour une première fois, l'idée d'avoir Souchon dans le film, et d'avoir la balade. Je me disais, le roman de Jim, il faut absolument la balade de Jim, je sais pas pourquoi, si ce n'est que c'est un titre que je trouvais très très significatif par rapport à ce qu'on nous proposait, et que je trouvais que c'était
un morceau assez emblématique des années 80, 90 qui traverse le temps comme ça et en même temps qui marque une vraie temporalité. Donc sur ce morceau, moi je sais que je leur ai pris la tête très très fort et quand j'ai découvert le film et qu'il y avait Souchon, là j'étais vraiment heureux. Et je m'excuse pour l'autre artiste voilà, parce qu'à cause de moi et voilà, mais j'avais vraiment envie, c'était viscéral. Et ce qui était cool, c'est que suite à cette conversation, en tout cas ils ont dit tiens, pourquoi pas, ils y réfléchissaient et puis ils y sont allés, c'est eux qui ont fait le choix de Souchon. Mais sinon, vraiment la part d'improvisation, d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante, il n'y avait aucune improvisation possible sur le film. Aucune. Moi, j'ai essayé en répétition, en amont, de leur dire voilà, on me dit non. Et à tel point qu'un jour, je fais une impro dans le film, je ne le prévois pas. Et là, ils arrêtent, ils me disent c'est super, vraiment, ton impro, c'était super. On va juste faire une chose. Tous les mots que tu as rajoutés, on les retire. Bon, j'ai compris qu'aucune improvisation n'était possible dans le film. Mais j'avoue que j'ai pris un malin plaisir. Et je leur ai dit, là, avec les bébés, vous êtes dépassés. Ils improvisent comme ils veulent, vous pouvez rien dire en termes de texte. Et ça me faisait bien plaisir. Mais sinon, ouais, c'était, quand je parle de qualité de scénario, vraiment d'une vraie mécanique de scénario, tout était écrit, tous les univers. Et ce que je dirais, ce que les acteurs ont amené, c'est peut-être de l'incarnation après. Ça, sur des tonalités de jeu différentes, on en a tous. Ce qui est bien, c'est que les frères Larieux, c'est pas des gens qui uniformisent le jeu. Ils cherchent pas une tonalité juste pour tous les acteurs. Et du coup, chacun est venu un peu avec sa musique. Laetitia avec son énergie hyper singulière, sa force de proposition, je trouve qu'elle fait un grand travail parce que s'il y a peut-être empathie pour mon personnage, c'est parce qu'elle crée beaucoup de choses dans son jeu qui permettent peut-être des fois d'avoir un peu d'empathie pour ce gars. Le côté solaire de Sarah, il était écrit, mais ce qu'elle en a fait, c'est autre chose. Ce qu'elle a ramené dans la danse, c'est elle, c'est pas les frères Larieux qui lui ont appris à danser, c'est elle. Le sentiment que tous les acteurs expriment, je crois que c'est eux, bien dirigés et par touche, parce que d'ailleurs les frères Larieux, ils aiment pas trop le mot direction d'acteur et je trouve ça assez joli. Ils disent, nous on aime bien apporter des touches, comme ça on regarde, on façonne avec les acteurs. C'est un vrai travail de collaboration qui passe justement sur l'exploration du sentiment. Et je dirais que tous les acteurs ont amené leur sensibilité diverses et variées, et puis c'est des corps différents. J'aimais bien que dans le film il y ait des corps différents. Noé Habitat, Bertrand Belin, moi, enfin, c'est pas des corps qui se ressemblent, quoi. Et le fait de mettre des tonalités de jeu différentes dans le film, j'ai apprécié, quoi, c'est assez rare, des gens qui uniformisent pas le jeu. Rebonsoir. Je remontrerai pas. On parle plus de l'escalade. Non, on va parler musique, on va parler fête. Très bien. Pour les Nuits Sonores, du coup, c'est un événement qui existe vraiment. C'est un festival de musique électronique, je crois, à Lyon. Donc, du coup, je voulais savoir au niveau du tournage comment ça s'est passé. En l'occurrence, la scène que vous avez tournée, est-ce que ça s'est vraiment passé pendant le festival ou est-ce que vous avez, avec tout simplement l'organisation du festival, ajouté un créneau avant ou à la fin du festival, parce que généralement ça commence, je sais pas, à 20h, ça finit à 3h, 4h du matin. Non, ce qui était dur, c'est qu'on devait s'insérer justement à l'événement et en même temps c'était le challenge, les foules qu'on traverse, tout ça, c'est vraiment c'était pas des figurants. Non, c'est pas des figurants, c'est des gens qui font la fête. Okay. Des fois, il y avait des prises ratées parce qu'il y avait des gens qui disaient bonjour, c'est pour quelle chaîne, des trucs comme ça. Ou tiens, je t'ai reconnu, c'est le mec de Bac Nord ou d'Hippocrate. Des fois, du coup, on recommençait la scène, c'était assez marrant. Mais c'était un vrai challenge et je crois que ça leur plaisait beaucoup, justement, de se confronter aussi au réel de cette scène. Et parce qu'en vrai, si on devait recréer ça avec ce budget-là, ça aurait été pas cette scène-là qui est filmée comme ça avec autant de monde. Il y a juste sur la musique électro, où tout a été recomposé parce que d'une part ça coûtait beaucoup trop cher, d'autre part pour le montage c'était comme on pioche entre les prises, c'était pas possible d'avoir une musique qui marche et du coup c'est un jeune gars qui s'appelle Sean Copin de 23 ans qui a tout recomposé, qui est un jeune compositeur assez extra et les frères Larieux c'est des gens ultra curieux. Généralement, j'imagine que quand vous dites à un réalisateur, j'ai 23 ans, tiens, je compose, est-ce que vous voulez... c'était un ami de leur fils, mais est-ce que vous voulez bien écouter ? Par politesse, ils disent oui, ils écoutent jamais. Eux, ils ont vraiment écouté. Et à chaque fois, ils nous pondaient des choses en électro qu'on trouvait hyper justes et hyper belles pour le film, qui épousaient le mouvement, quoi. Et disons que ça... À tel point que la difficulté, c'était plus
on devait atteindre les 5 heures du matin pour jouer cette scène de fin. On avait juste 1 heure. Ça, c'était un stress parce que si elle loupait, bon, c'était un peu emmerdant parce qu'on se dit si les retrouvailles sont nulles, bon bah voilà. Tout ça pour ça. Et, du coup, on savait qu'avec Andranik, qu'on avait une scène avec laquelle on allait construire à rebours après l'émotion, mais celle-là, il fallait quand même qu'on en tire un truc, quelque chose. Et disons que moi, j'aime beaucoup les décors de temps réel, comme ça, où vous mélangez un événement, parce que ça crée une émulation dans le jeu et un stress pour toute l'équipe, et en même temps quelque chose d'hyper jouissif. Et puis on avait une belle bande de techniciens. Parce que dans ce cas-là, c'est des grands défis techniques. Pour circuler comme ça avec une caméra dans le festival, c'est waouh. Et on avait une grande chef opératrice. C'est vrai qu'on a parlé de l'actrice Sarah Giraudot, mais j'ai trouvé que toutes les actrices étaient vraiment, y compris Suzanne Debec, qui a un rôle qui n'est pas très long. Je suis d'accord. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était... Et puis toute la relation que vous avez avec chacune d'entre elles. Et justement, donc félicitations pour votre travail d'acteur, parce que je vois à travers vos films, et à chaque fois... J'ai une vraie émotion de votre interprétation, et tous vos rôles sont toujours crédibles et vraiment beaux. Donc bravo. Merci beaucoup. Et justement, si vous étiez d'accord pour nous parler un peu plus de vous et de votre parcours, voilà. Ouais, alors que mon parcours. Ce que vous voulez nous dire. Oui, je vais essayer d'être concis. Je vais pas revenir aux origines. Le mec qui part sur un monologue de 4 heures, ça serait horrible. Non, je viens pas du tout du milieu du cinéma. Je suis venu sur le tard dans ce métier. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir. J'ai eu un bac STT. Option ACC, ce qu'on appelait chez nous un bac section tout-terrain. Puis il y a les bacs où, bon, on peut être secrétaire, on peut être vendeur, on peut être comptable, on ne sait pas trop. Après, j'ai fait un BTS force de vente. Le nom a changé parce qu'ils se sont dit force de vente. Il y a un truc peut-être pas si sympathique dans l'énoncé. Puis j'ai terminé ma carrière scolaire par une licence pro en ressources humaines. Bon, je pensais qu'on recrutait beaucoup de gens. Quand on m'a expliqué les logiciels de paye, j'ai pas mal déprimé. J'ai eu le diplôme, mais bon, après ça s'est arrêté là. Puis j'ai fait plein de petits boulots, et notamment dans le télémarketing pour gagner ma vie. Et à un moment, je crois que j'avais des journées où ma tête explosait, parce que je faisais des journées de 9h ou 10h en réception d'appels, beaucoup. Et des fois, on n'a même pas le temps de raccrocher, qu'on reçoit des appels. Enfin, c'est la machine qui vous balance un nombre d'appels, où à la fin de la journée, vous avez une tête qui va pas bien. Je me faisais souvent virer, puisque à un moment, la seule chose qui m'amusait, c'était le cinéma. J'étais jeune, j'avais des projets douteux de partir en vacances, souvent avec mes amis en Espagne. Voilà, l'été, donc je travaillais beaucoup, et je me disais, ouais, cet été. Et du coup, j'aimais beaucoup le cinéma, et en tant que spectateur. J'allais au cinéma pour rêver, pour un peu penser à d'autres choses. Puis un jour, un pote à moi m'a dit, tu devrais faire des cours de théâtre, vu que ça te plaît bien. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas con, juste pour m'amuser, mais vraiment pas pour faire ce boulot. Et donc, j'avais ma journée de télémarketing, mais le soir, j'allais en cours de théâtre. Puis à un moment, ça m'a plu. Puis il y avait une annonce un jour d'un casting qui était un prophète, un casting, ce qu'on appelle un casting sauvage. J'ai eu un tout petit rôle, et là, je me suis dit, c'est génial. J'ai envie de faire. Enfin, on est payé pour faire ça. On est nourri. Il y a des cafés qu'on paye pas. C'est quand même assez fantastique, le cinéma. On vous sert en plus des cafés. Les gens sont super chouettes avec vous. Et puis, je me suis dit que sur le plateau d'Audiard, j'avais vraiment envie. C'était viscéral. Il y a quelque chose que je peux pas expliquer. Je me dis, je rêve en tout cas de continuer à faire ça. J'ai trouvé un agent. Et après, de casting en casting, ça m'a amené sur tel ou tel film. Mais c'est beaucoup de chance, beaucoup de rencontres, mais quand même avec ce truc de vouloir, en tout cas de me rendre compte à quel point c'est un métier de privilégié, mais comme quand on aime ce qu'on fait. Je crois que le temps passe vite. C'était la première fois où je me suis dit, tiens, tout d'un coup, la vie ne peut pas être que... Enfin, c'est différent quand le temps passe vite et qu'on a la chance de faire quelque chose qu'on aime. Et du coup, j'ai décidé de continuer. Tant qu'on ne m'arrête pas, je continue à essayer de travailler. Bonsoir, alors merci d'être là. Et justement, puisque vous parliez de vous, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui vous amène à faire les tournées en province comme ça, pour parler du film? Est-ce que les filles le font aussi? Est-ce que les frères Larieux le font aussi? Qui décide? Alors... Tout le monde a participé à cette grande tournée que Pyramide nous a organisée. Et moi, j'ai dit à Pyramide que j'ai vu le film, c'était un film que j'aimais et que j'avais envie de le défendre.
Donc j'avais envie d'aller le présenter et de faire des discussions, de rencontrer aussi des salles que je connaissais pas. Donc je leur ai demandé un peu plus de dates. Mais tout le monde a fait cette tournée, les frères, qui sont sur des dates sur lesquelles j'étais pas, moi sur des dates enfin, on s'est partagé un peu le boulot. Laetitia est venue, pas mal. Et après, oui, moi je prends un plaisir important à découvrir, parce que c'est magnifique aussi de découvrir des villes qu'on connaît pas à travers nos métiers, c'est une chance. Et puis de pouvoir échanger aussi et de discuter avec le public, c'est aussi mieux comprendre les films et progresser aussi dans son approche du travail. Donc moi, c'est un truc que j'aime bien. Puis c'est sympathique de découvrir des beaux cinémas, des belles équipes. C'est quelque chose qui me touche. On fait des films pour les spectateurs. Enfin, et du coup, ça fait plaisir quand on en rencontre et de pouvoir échanger avec eux. Et là, c'était un film que j'avais particulièrement envie de défendre. Donc quand j'ai envie de défendre un film, j'appelle le distributeur et je m'embête un peu en lui disant j'ai vu, t'as tourné, c'est pas mal, mais moi j'aimerais bien que tu me rajoutes telle date et telle date. Et là, je suis tombé sur plus fort que moi. Pyramide, ils m'ont dit très bien, tu veux jouer à ce jeu-là, tu n'as plus d'été. mais en vrai, ça se fait super. Et puis on a une équipe de distribution avec nous. Là, il y a Marina qui est là et qui défend les films et le cinéma d'art et d'essai, le cinéma d'auteur, et ça fait du bien aussi d'avoir encore des gens qui défendent ce cinéma-là et des chouettes distributeurs. Donc voilà, mais tout le monde avait envie de faire cette tournée et on se répartit les dates. Et moi, je suis content de découvrir des villes dans lesquelles j'étais jamais venu. J'étais jamais venu à Caen. Donc fallait bien une première fois à Caen et c'était aujourd'hui. Donc merci. Merci le luxe. Parce qu'on parlait tout à l'heure des photos, de la passion du personnage d'Emeric pour la photographie. Et il y a une curiosité, je voudrais savoir, parce qu'il y a régulièrement visuellement ces plans de photographie en coloration particulière, avec les contours flous. Ça revient dans tout le récit régulièrement. Et est-ce que les frères Larieux ont expliqué ça ? Est-ce que moi je vois ça un peu comme le poids du passé aussi, une certaine les ellipses du récit, enfin la photographie a du sens aussi, je trouve, dans le récit global du film. Est-ce qu'il y a une explication de ce choix de mise en scène ? Je crois qu'ils pensaient que déjà c'était visuellement payant. Les images de négatifs qu'on voit à l'écran, il y avait quelque chose d'absolument plus joli que de montrer une photo comme ça. Ça racontait aussi quelque chose pour le personnage. Moi, je vais parler de point de vue de personnage parce que parler de mise en scène, c'est là où mes capacités d'acteur sont limitées. Je voudrais pas dire de bêtises. Ce que je disais, c'est que pour moi, ça représentait aussi l'idée du temps qui passe, l'idée d'un personnage qui n'a pas les moyens de développer ça, de raconter la passion, de raconter aussi que ce personnage, tout d'un coup, grâce à Olivia, on sent qu'il s'épanouit et qu'il devient un petit photographe de mariage et que peu importe le résultat dans la passion, l'important parfois c'est de la voir, quoi, d'aller au bout de sa démarche. Et c'était aussi de marquer le temps qui passe de cette ère de l'argentique au numérique. Et je crois que visuellement, ils aimaient beaucoup le rendu, et notamment Annette Duterte, qui est la monteuse du film. Je crois que le premier personnage qu'on voit, c'est son petit cousin qu'elle a filmé comme ça et qu'elle a pris en photo. Et ils se sont servis de ça pour mettre ça dans le film. C'est absolument dingue. Donc voilà pour la petite histoire. Mais après, vous donner plus d'explications sur la photo, là, j'aurais besoin d'Arnaud et Jean-Marie Larieux. Je ne suis pas Arnaud, je ne suis pas Jean-Marie Larieux. Tu veux qu'on les appelle ? Je me souviens plus de ma question, oui. Par rapport au vertige, je rigole. Non, ça a été une nouvelle expérience pour vous de faire de l'escalade. Est-ce que vous auriez d'autres envies par rapport à d'autres films à l'avenir, d'autres challenges ? J'ai deux rêves, je crois, mais c'est vraiment des trucs qui me paraissent impossibles. Un, c'est un film dans l'espace. Mais j'y renonce pas totalement. J'ai un pote acteur qui s'appelle Tahar mais je lui dis, si tu veux faire un film de ricain là-bas et tout, je m'en fous, tu me ramènes en figuration. Je suis un mec qui mange un sandwich dans l'espace. Je peux pas l'expliquer, mais c'est vraiment, j'ai vraiment envie d'un plan dans l'espace en train de manger un sandwich. Je peux pas l'expliquer. Et le western aussi, je crois que c'est un espace de jeu, mais d'enfant qui me fait un peu rêver. Mais après, plus sérieusement, je crois que c'est un métier qui rend tellement dingue, qui rend tellement curieux que je sais plus. J'ai pas d'attente. Parce qu'on est dépassé. Dernièrement, je suis parti tourner à Taïwan dans un film. J'ai pris un choc culturel immense. De jouer avec des acteurs taïwanais, c'était un choc de découvrir une autre société où il y a des référendums, des débats démocratiques. Bon,
Je me suis dit, et puis quand eux, ils votent oui ou non, c'est oui ou non. Bon, disons que voilà, on apprend. Je me suis retrouvé dans un stage de chirurgie cardiaque pendant 2 semaines à la Salpêtrière. J'ai fait un prélèvement. J'ai participé à un prélèvement d'organes. J'ai fait. Non, j'ai pas prélevé. Oui, ça va. Non, mais c'est pas moi. Mais bon, mais voilà, ça vous amène dans des lieux, dans des choses sur d'autres continents, d'autres pans de l'histoire. J'ai participé là dernièrement à un film sur le général de Gaulle. Tout d'un coup, d'être plongé sur la période 39-45, c'était hyper instructif. Surtout que là, c'est une vision très, très nuancée, très, très moderne sur le général de Gaulle. Il y a plein de choses comme ça où, avec ce métier, vous découvrez plein d'endroits, plein de lieux. Je connaissais pas le Haut-Jura. Des fois, même, je ressors j'ai des petites joies comme ça. Sur un film, j'ai appris à faire une baguette de pain. Et j'étais hyper content. Mais vraiment, j'ai réalisé une sorte de fantasme. Je me dis, putain, c'est moi qui ai fait ça. J'avais presque un truc christique là-dedans. Ceci est mon pain. Enfin, un truc un peu taré. Mais j'étais hyper content. Apparemment, l'équipe un peu moins, puisqu'elle a mangé. Elle n'a pas validé totalement mes ingrédients. Mais voilà, en fait, c'est un métier où on a une chance assez passionnante. C'est qu'on apprend tout le temps. Et du coup, il n'y a pas un endroit ou quelque chose que je rêve de faire, puisque vraiment, moi, il y a des gens avec qui j'ai tourné... avec qui je rêvais de travailler, même des jeunes réalisateurs comme Romain Gavras, comme Clément Cogitor, c'est des gens, moi, avec qui j'avais envie de travailler. Et je pensais pas pourtant travailler avec eux, et ça se fait, et voilà. Donc c'est un métier où il faut se laisser découvrir les choses, pas trop fantasmer, justement, et tenter des expériences de jeu, et on voit ce qui se passe, quoi. Mais c'est un métier passionnant, parce qu'on a la chance d'apprendre tout le temps, et on se rend compte que plus je le fais, plus je me dis que je ne connais absolument rien du monde, absolument rien de la connaissance, et que c'est vaste et large, et que c'est passionnant. Du coup, il n'y a pas d'âge pour apprendre, quoi. Moi, j'avais une question. Bonsoir. Merci en tout cas pour ce film extraordinaire. J'ai passé un super moment, beaucoup d'humanité. C'était poignant. Ça casse beaucoup de choses, notamment la parentalité, le fait de vivre avec 2 papas et quelle est la différence entre le papa qui m'a donné la vie et celui qui s'est occupé de moi. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Beaucoup de poésie. Moi, je voulais savoir par rapport au rôle d'acteur de manière générale, quelle distance émotionnelle vous arrivez à mettre, enfin, quand vous incarnez des rôles comme ça, pas évident, selon moi, ça a beaucoup de profondeur. Donc voilà, comment ça se passe pour ok, ce film est fini, on passe à autre chose, et quand ils sont difficiles à jouer. Je crois que en fait, je suis à fond dedans au moment où je dois le faire, et puis au coupé final, pour moi, le boulot s'arrête. Et après, c'est un passage de relais. Moi, je considère que c'est le réalisateur, les monteurs qui vont faire la suite. Voilà. Il y a des choses qui me laissent... Les films me laissent, moi, plutôt des bons souvenirs. J'ai une distance émotionnelle aussi qui est nécessaire, je trouve, avec les rôles. Les rôles ne sont pas la réalité, ne sont pas ma vie. Parfois, c'est dommage. Parfois, non. Parfois, oui. Mais bon. Mais en tout cas, j'ai une distance, je crois, nécessaire avec l'écriture. Je sais que c'est de la fiction. Je suis pas très psychologisant, en plus, comme garçon, et analytique. Donc, une fois que c'est fini, je me dis, je passe à la suite. Puis, très vite, quand je rentre chez moi... je suis rattrapé par le quotidien, la magie du quotidien. C'est-à-dire que il y a une chose dans le cinéma qui est formidable, qui s'appelle la table régie. La table régie, c'est un endroit où vous êtes ravitaillé comme ça, en nourriture diverse et variée, en boissons diverses et variées, mais toute la journée. C'est un peu magique. Et quand vous rentrez chez vous... vous ouvrez le frigo et vous vous rendez compte qu'il faut faire des courses, voilà. Donc ça vous remet tout de suite à un degré de réalité, mais j'aime beaucoup ça, l'idée de plonger pleinement. En fait, je prépare beaucoup en amont, généralement. Je travaille beaucoup. Vraiment, je suis asocial 2 mois avant un tournage où j'ai un rôle comme ça. Je pense qu'à ça, et mes journées sont presque dédiées qu'à ça. Je sors peu, je suis chiant pour mes amis, puisque tout d'un coup, je disparais totalement. Mais une fois que c'est fini, ça y est, je considère que c'est là. Et puis quant à la part d'émotion, ce qui m'intéresse, c'est pas la mienne, c'est plus justement de trouver une vérité de personnage. Forcément, il y a des choses qui vous parlent, ou votre émotion c'est la vôtre, enfin votre regard c'est le vôtre, etc. Il y a une part de vous dans tous les rôles, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre celle du personnage et de comprendre la grammaire de mes réalisateurs et réalisatrices, et de comprendre comment ils veulent exprimer
leur film, qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment ils vont mettre en scène et comment m'insérer dans ce mécanisme-là. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les autres. Voilà, de travailler avec mes collègues actrices, acteurs, de travailler avec mon équipe technique. C'est un travail d'équipe, le cinéma. Les acteurs sont souvent mis en avant, mais en vrai, c'est un travail de toute une équipe et c'est de s'insérer du mieux qu'on peut dans cette équipe-là. Mais en tout cas, il y a une vraie distance avec ça. Sinon, généralement, même sur le tournage, ce que je fais, bon là, ça se voit pas, mais ça fait un petit temps que j'ai pas tourné. Enfin, je suis dans une tournée, c'est différent. Une tournée, on fait que de manger, et on répond à des questions, puis le lendemain, on remange. Puis bref, à un moment, ça épaissit le cuir. Mais généralement, ce que je fais, même en fin de journée, dès que je peux, soit là, je les avais embêtés, je leur avais demandé un vélo d'appartement dans ma chambre. Mais c'est une façon de surtout pas de faire du sport pendant une demi-heure, 45 minutes, et d'éliminer la journée. Parce que le piège quand vous êtes acteur, c'est de repenser aux scènes que vous venez de tourner. Pas content, pas truc, d'avoir des doutes, de refaire. Et il faut très vite oublier pour se concentrer sur la scène du lendemain. C'est un peu comme du sport. C'est vrai, hein, le temps du cinéma est un temps assez court. Une scène, c'est 2-3 heures dans votre vie. Vous la retrouverez plus jamais. Dans le cinéma, c'est hyper rapide, et du coup l'idée c'est de gagner le plus de scènes possible et d'avoir une capacité à pas se gargariser soit d'une scène qui nous semble réussie. D'ailleurs, des fois il y a une scène qu'on croit, moi j'ai déjà des expériences de plateau, les gens m'ont dit ouais félicitations, c'est super et tout, puis à la fin la scène est coupée, non ça marchait pas. Et donc c'est encore, il y a une distance qu'il faut avoir avec tout ça, voilà. Mais par contre c'est très important je trouve, de travailler avec les autres, de pas être justement, moi je me méfie beaucoup de l'école acteur studio, parce que déjà on est en Europe et que ça marche pas exactement, et puis il y a eu beaucoup de mythes autour de ça, avec des fois des choses vraies, des choses un peu, ils sont forts des fois, les Américains ils marketent un peu leur, je me souviens d'Al Pacino qui avait dit qu'il avait dormi dans un théâtre, il a dormi 3 jours. Bon, ça va. Il avait dit, oui, j'ai dormi dans le théâtre, il en avait fait des caisses, c'est un acteur de génie. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que la distance, c'est toujours la bonne chose. Pour pouvoir plonger pleinement, il faut avoir une distance émotionnelle. Je crois. Mais une légère, hein, mais en tout cas, celle pour moi de dire, ça, c'est le temps de la fiction. Je plonge pleinement et vraiment dedans. Mais au mot coupé, non, je suis pas fou et non, je m'appelle pas Emmerich, et non, voilà, je suis pas du Haut-Jura. Non, mais je trouve ça hyper important d'avoir cette distance, parce que sinon, même chez les jeunes comédiens, parfois, ça peut les perdre s'ils ont des mauvais profs ou des choses comme ça peut être terrible. Les gens même qui ouvrent des compétences psychologiques alors qu'ils ont une approche psychologique proche du zéro, les psychologues de comptoir, ça peut être terrible. Et moi, j'aime pas les réalisateurs de manière générale qui sont trop psychologie du personnage, etc. Parce que souvent, ils mettent beaucoup de mots pour dire, en fait, faut tout t'avances et t'ouvres la porte. Bon, voilà. Et les frères Larieux, ça c'est bien, c'est des gens à l'économie de mots. Pas des gens qui... dans leur direction d'acteur, ils ont des mots hyper puissants, hyper justes. Et du coup, pour incarner, c'est très bien. Moi, de toute façon, plus je vieillis, pour moi, le disque dure longtemps. Donc, au bout de 30 secondes, si tu me parles plus de 30 secondes sur une indication de jeu, je l'oublie. Bonsoir. Il me semble que dans le film Temps mort, il était question de parentalité. Vous étiez un détenu qui sortait pour 48 heures et revenir en famille. Est-ce que ce rôle-là vous a servi un peu, même s'il est totalement différent, parce qu'il est inquiétant? Oui. Est-ce que vous avez quand même utilisé un petit peu votre expérience de ce film-là pour aborder celui des frères Larieux? Vraiment non, je dirais, c'est là où je vais être un peu impudique. Des fois, les thématiques du privé, la vie privée, donc le fait d'être parent, ça à un moment, ça vous rattrape, et peut-être que vous comprenez mieux un sentiment. Pour les frères Larieux, je crois que le fait d'avoir été traversé moi aussi entre-temps par une question de parentalité, ça m'a peut-être encore plus fait comprendre l'attachement viscéral qu'on peut avoir à un enfant de façon très concrète. Je dirais que c'est plus ça qui m'a un peu aidé. Puis un scénario super bien écrit, mais j'ai pas fait de relation à temps mort parce que le personnage était trop spécifique et que heureusement c'était pas le même genre de père. Parce que là, ça aurait été dangereux pour Jim. Là, Jim, parce que le personnage est un personnage qui a des petits problèmes avec l'alcool et qui est un peu trouble émotionnellement, même s'il aime son fils, et de façon parfois étouffante et comme un ogre. Là, je trouvais que justement, c'était pas du tout cette psychologie, et qu'il fallait surtout pas faire un lien entre les deux personnages. Puis après, l'amour pour un enfant, c'est universel. Enfin, j'ai l'impression que ce sentiment-là, il est vrai, quoi. Il est universel, et il n'y a pas besoin j'avais pas besoin d'un film pour me dire tiens, je vais aller copier ça ou ça ou ça dans le film. Et là, j'étais très content de pas aller sur Temps mort,
parce que sinon j'aurais tué Jim au bout de 10 minutes, bébé. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci.